Alors, les régimes arabes du Moyen-Orient refusent de s'engager dans un processus d'ouverture politique pour une raison finalement très simple, c'est qu'ils ont très peur que cette ouverture, eh bien, finalement, emporte leur pouvoir, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé dans l'ex-Union soviétique avec la perestroïka, et donc ils s'agrippent à ce pouvoir. Ces régimes souvent disposent de pas ou de très peu de légitimité, sont souvent des régimes qui sont issus de minorités, et donc s'ils organisent des élections, il y a très peu de chances que ces régimes soient élus démocratiquement, parce que ces régimes en Égypte, le président Moubarak, en Syrie, Bachar al-Assad, son père avant lui, Hafez el-Assad, Ali Abdallah Saleh au Yémen, sont installés depuis 30 ans, ont une longue pratique de restriction des libertés individuelles, des libertés politiques, donc ont suscité une très grande opposition en interne, opposition qui est souvent représentée par les islamistes, qui sont acceptés, tolérés ou souvent, comme en Syrie, réprimés. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ouvrir leur système politique. Et lorsqu'ils le font, par exemple en Jordanie ou à Bahreïn, eh bien, lorsque les élections sont organisées, parlementaires par exemple, si vous voulez, les pouvoirs s'organisent toujours pour installer des contre-feux, notamment à côté d'un parlement démocratiquement élu. Eh bien, le roi à Bahreïn ou en Jordanie nomme ce qu'il appelle une assemblée. Il nomme des membres d'une assemblée qui s'appelle le Sénat et qui est chargé de verrouiller. Il y a également à côté de ce verrouillage, je dirais, législatif, un verrouillage sécuritaire qui fait que dans beaucoup de ces pays, le véritable numéro 2 n'est pas le Premier ministre, mais c'est le chef des services de renseignement qui est chargé de contrôler la population pour éviter justement qu'il y ait des débordements et qui est aujourd'hui un phénomène à la tunisienne.